Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Ils ont marqué l'histoire. Elle est une femme, elle fait partie de celles qui ont marqué l'histoire scientifique du Burkina Faso. Chercheuse biomédicale, spécialiste de la biochimie et de la microbiologie, ancienne ministre, directrice de recherche et figure majeure de l'unité de recherche scientifique de Nanoro, Dr Maminata Traoré Koulibaly. Elle incarne l'excellence, la rigueur scientifique et l'engagement au service de la santé publique. Aujourd'hui, nous allons découvrir son parcours, ses combats, ses réussites et surtout sa vision pour une recherche qui transforme la vie des populations. Bonsoir, Dr Traoré. Bonsoir. Et merci de nous recevoir. Merci également à vous d'être venu. Pour commencer cette émission et mieux comprendre la femme de science que vous êtes, vous allez nous dire d'où est née votre passion pour la science et particulièrement la biochimie et la microbiologie. Ok, merci bien. Quand on pose une question du genre, on se demande d'où c'est parti, effectivement. Par moi, on se demande si c'est inné ou bien si c'est au décours du parcours scolaire que la passion est venue. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai commencé à aimer les sciences naturelles, la biologie plus tard à l'université, et puis voilà, j'ai eu la passion plus tard pour la recherche, pour approfondir tout ce qu'on apprenait dans les livres. Et plus tard, pour la biochimie, je pense que ça a été une opportunité. Aujourd'hui, en tout cas, je dois reconnaître que c'est un domaine qui me passionne. D'accord. Et votre parcours vous a ensuite amené au-delà des frontières. Votre parcours vous a conduit des laboratoires burkinabés à l'université Copenhague au Danemark. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette évolution? Ce qui m'a marqué, c'est vraiment, vous savez de toute façon que c'est les moyens, les ressources, le niveau de l'organisation qui fait vraiment la différence avec ce que nous avons dans nos laboratoires au Burkina Faso. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà de ces moyens, ce qui reste sur au niveau des deux types de laboratoires, c'est la méthode scientifique. Et la méthode scientifique, aussi bien au nord qu'au sud, est la même. C'est-à-dire, c'est d'observer un problème, de poser une hypothèse, des questions de recherche, c'est de conduire une expérimentation, de collecter des données, ensuite de les analyser et d'infirmer ou de confirmer l'observation et l'hypothèse de recherche. J'ai trouvé que ça ne change pas, quel que soit le niveau de la recherche. C'est vrai qu'avec les nouveaux outils, la technologie, pour avoir accès à la technologie, il faut des moyens. Non, il n'y a pas tellement de grandes différences entre la recherche à ce niveau et au Burkina Faso. Non, pas du tout, pas du tout. On sait également que les débuts dans la recherche ne sont jamais simples et nous pouvons déjà deviner que ces débuts dans la recherche peuvent être difficiles. Quels ont été vos premiers défis en tant que femme chercheuse? Les défis, c'est vraiment pas évident pour une femme. C'est pas évident parce que c'est d'abord faire réussir les études. Réussir les études, vous savez que c'est pas évident. Le cursus est long. Ensuite, on se retrouve au milieu d'hommes et c'est pas évident. Et lorsqu'on se marie, on a une vie de famille, ça devient encore compliqué parce qu'on n'est pas disponible pour donc les activités de recherche. Ce qui fait que généralement les femmes mettent plus de temps que les hommes. Parce qu'une fois qu'on rentre à la maison pour s'occuper de la famille, ça fait qu'on perd un peu plus de temps quand même. Sinon, pour ce qui est des aspects scientifiques, des aspects, les femmes peuvent aussi être au même niveau que les hommes. Et en parlant de défis scientifiques, votre nom est associé à des travaux. Vous êtes reconnu pour vos travaux et sur la résistance du plasmodium et des microbes. Quel résultat majeur aimeriez-vous que le public retienne? Tous les jours, on entend que les chercheurs sont en train de découvrir de nouvelles molécules, de nouveaux vaccins. Et ça, c'est vrai parce que le parasite du paludisme, comme les autres microbes, ont appris à s'adapter aux médicaments. Ils ont appris à s'adapter, ce qui fait que les traitements perdent de plus en plus leur efficacité. Donc, ce qui fait que la recherche de nouvelles molécules, de vaccins est toujours d'actualité. Et c'est dans ce sens que moi, j'ai voulu m'intéresser surtout
aux thérapies endogènes, donc chez nous, ce qui est utilisé, c'est-à-dire les plantes médicinales qui sont utilisées par les praticiens de santé, aussi bien par la population. C'est de les tester pour voir si ces plantes-là pouvaient donc marcher sur les parasites du paludisme et sur les bactéries et les champignons. Donc voilà, ça a été l'essentiel de mon travail, même si après j'ai donné un coup de main pour ce qui est des essais cliniques. Si au départ, ma matière de base, c'est les substances naturelles, donc dans la prise en charge donc, des pathologies. Okay. Et les résultats majeurs, je pense que nous avons, au cours de mes travaux, depuis 1992, ça fait que j'ai pu investiguer pas mal de recettes qui existent au Burkina Faso, au moins une cinquantaine de plats qui ont été investigués au plan biologique, pharmacologique, au plan chimique, au plan toxicologique. Donc voilà. Et les plantes qui ont montré une efficacité en études précliniques, j'ai conduit des essais cliniques sur ces plantes-là, ces recettes. Et je pourrais citer la recette du docteur Dakio, et paix à son âme aujourd'hui, qui nous a quittés, et le saï et le dribala. Donc le dribala, je l'ai testé chez des enfants asymptomatiques pour voir si la décoction du dribala pouvait donc tuer les parasites du palu. Ensuite, le saï, il y a quelques années, 5 à 6 ans que nous l'avons testé aussi. Chez les gélules de saï, on les a testées chez des malades, des gens qui faisaient le paludisme. Et on a vu que quand même ça réduisait en partie les parasites du paludisme, même si ce ne sont pas les résultats qu'on attendait. Parce qu'il y a des normes qui sont fixées en termes d'efficacité et le SAI était en dehors de ces normes-là. D'accord. Ensuite, je pense qu'on a aussi investigué des plantes sur les bactéries et les champignons. Et il y a une qui s'est dégagée et présentement, nous sommes en train de produire une pommade à base des extraits de cette plante-là. D'accord. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui explique également le fait que certains individus, lorsqu'ils sont malades, ils prennent le médicament contre le palu, mais ça ne marche pas. Il faut forcément la perfusion. Qu'est-ce qui explique cela? Ça dépend aussi des individus. Il faut regarder le médicament. Sinon, normalement, ça devrait aller. Il y a des gens qui ne supportent pas la voie orale. Vous savez que quand on fait le palu, quand le palu est compliqué, c'est difficile d'avaler. Et quand c'est difficile d'avaler la voie orale, on passe par la voie parentale. D'accord. Et l'un des centres où vous avez œuvré est aujourd'hui une référence continentale. Et c'est l'unité de recherche clinique de Nanoro. Et quel rôle stratégique joue ce centre dans la recherche africaine? La renom de l'unité a dépassé aujourd'hui le cadre national. Oui. Donc l'unité est devenue internationale au regard de tout ce qui a été fait. Donc c'est un centre d'excellence aujourd'hui pour la recherche clinique. Et les essais cliniques sont conduits selon les normes internationales. Donc le centre travaille beaucoup dans le domaine des vaccins. Donc j'ai parlé tout à l'heure des médicaments. Oui. Des médicaments de synthèse comme nos médicaments traditionnels aussi, donc sont testés. Vous avez les vaccins, et les deux vaccins qui ont fait la renommée de l'unité, c'était le vaccin RTSS et le R21, donc qui ont montré quand même une efficacité, surtout le R21 autour de 75%. Et c'était la première fois que des résultats comme ça étaient obtenus. Donc je pense que le vaccin même est déployé présentement, les deux vaccins sur le terrain, pour donc la prévention du paludisme chez les enfants. Ok, et docteur Traoré, votre parcours vous a conduit vers d'autres univers dans la fonction publique. Vous avez été ministre. Comment a été la transition entre votre fonction et le poste de ministre? C'est vrai que c'était pas évident. J'ai un peu dit que les chercheurs n'aiment pas trop la politique. Et je m'étais dit à l'époque qu'on peut aussi changer la dynamique, c'est d'accompagner les politiques avec l'expertise que nous avons acquis donc pour accompagner dans la mise en œuvre des politiques. Surtout cette rigueur, cette expertise en tout cas pouvait aider. Et je pense que ça m'a vraiment aidé parce que ça permet donc d'accompagner les collègues dans la gestion des hommes et la mise en œuvre des activités. J'ai pu quand même aider donc à réformer certains projets parce que nous on a l'habitude d'écrire les projets,
c'était une occasion de pouvoir ajuster certains projets qui n'étaient pas donc en faveur du pays. Donc voilà, je pense que cette expérience m'a servi. C'est vrai que l'expérience était courte, et sinon franchement on aurait aimé faire plus. C'est-à-dire donc élever, accompagner même les jeunes à rechercher, à écrire des projets dans les ministères et à rechercher des financements. D'accord, vous avez tantôt parlé de projet. Quel a été le chantier le plus difficile et celui dont vous êtes la plus fière? Au niveau de la recherche, le problème qui se pose jusqu'à présent, c'est la valorisation des résultats des recherches. Au niveau du ministère, quand j'étais ministre délégué auprès du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, c'était un de mes chantiers. C'était d'accompagner la recherche à valoriser les résultats de recherche. Et je pense que j'ai travaillé un peu avec l'ANVA, donc le service au ministère qui s'occupe de la valorisation des résultats de recherche. Et on avait fait une campagne de valorisation du bitatoré. C'était un panier de cuisson donc, et de refroidissement innovant. Quand on termine la cuisine, dans cet autocuiseur-là, qui permet de conserver encore le repas pendant 48 heures au moins. Pendant le carême 2021, je pense, j'avais émis l'idée donc avec ANVA d'essayer de valoriser, de faire la promotion du bitatoré auprès des femmes musulmanes qui se lèvent très tôt, à 5 heures du matin, pour faire la cuisine. Vous voyez tous les risques qu'elles courent quand elles se lèvent très tôt le matin. Et j'avais dit, cet outil est tellement intéressant qu'elle pourrait faire la cuisine à 15 heures. Elle met, ça termine la cuisson dans ce panier-là. Et ça reste, au petit matin, la famille a un repas chaud. Donc, on a conduit en 2021 cette initiative-là de valorisation, même s'il y avait d'autres volets. Donc, on était en tout cas sur beaucoup de chantiers. Et par rapport au bitatoré, on avait même demandé un accompagnement de l'initiative Tony Blair, donc pour nous permettre de faire une étude en pilote pour évaluer l'acceptabilité donc de ces bitatorés-là. Mais bon, on n'a pas eu le temps pour la suite. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ce projet, l'initiative du bitatoré est restée parce que... Bon. Voilà, c'est resté. Sinon, on allait avoir ce financement, on allait faire la promotion. Et l'idée aussi était d'évoluer dans le modèle. Parce que le modèle qui est présenté, j'ai trouvé qu'il était un peu plus gros. Et j'ai demandé aux chercheurs d'arriver à le rendre plus petit. Parce qu'on sait que dans les domiciles, il n'y a pas suffisamment de place, d'essayer de réduire le modèle. Donc, avec ce financement, on allait permettre de continuer la recherche en même temps qu'on allait faire la valorisation de ce panier-là. Et qu'est-ce qui empêche de relancer à nouveau ce projet-là? Bon, ce que je vais ajouter, c'est que ce panier avait été produit, donc développé par l'IRSAT. C'est l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologiques, IRSAT. Vous voyez comment ça évolue. Je suis partie avec ces idées. Bon, la suite, c'est vrai qu'on a transmis les dossiers à ceux qui sont venus après nous, mais ça traîne. Et jusqu'à présent, le problème de valorisation des résultats de la recherche se pose. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de résultats qu'on pourrait valoriser pour mettre à la disposition de la population. D'accord. Et parmi les défis également structurels, celui du financement de la recherche reste central. Et que recommandez-vous pour renforcer la durabilité de ces recherches-là? Ce qui est sur le financement, vraiment, dans la recherche, est très crucial. Et je suis contente d'entendre aujourd'hui les autorités qui veulent remédier à cela. Et ça va vraiment aider. Parce que sans financement, c'est difficile de conduire et de faire de la recherche. Et si l'unité de recherche clinique arrive à ce niveau-là, c'est grâce au financement extérieur. En tout cas, les autorités ont promis, on espère que ça va venir. Et ce qu'il faut vraiment pour la recherche aujourd'hui, c'est un financement stable et durable. Un financement stable et durable. Et maintenant, c'est l'organisation des chercheurs qui va permettre de faire la différence. Okay. Aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir les inventeurs, les innovateurs qui font aussi du beau travail. Je pense que ces financements-là, avec les chercheurs et ces inventeurs et innovateurs, on pourrait en tout cas faire avancer le développement au Burkina. D'accord. Docteur Traoré, vous êtes également un exemple pour beaucoup de jeunes filles qui inspirent vraiment pour faire carrière dans le domaine de la science. Quelle bataille avez-vous menée en tant que femme dans ce domaine encore très masculin? Le défi ici, comme j'ai toujours dit, que c'est d'abord tenir le cursus scolaire. C'est tenir le cursus scolaire qui n'est pas évident.
J'ai déjà dit qu'il est long et c'est pas évident. Ensuite, on a parlé des préjugés. Des préjugés et ensuite, il y a le défi de la famille. Donc, arriver quand même à concilier la recherche et la vie familiale. Donc, voilà. Mais aux jeunes vraiment qui voulaient s'engager, c'est leur dit de foncer. C'est de foncer dès qu'on a une opportunité. Ce qui est sûr, même le niveau supérieur aujourd'hui n'est pas donné à tout le monde. Parce que ça demande encore des financements. Pour faire une thèse, il faut des financements. Donc, ça va donner à tout le monde. Et si un jeune a une occasion aujourd'hui, c'est de foncer. C'est de foncer et de travailler. Aujourd'hui, ils ont la chance, avec les nouveaux outils technologiques, ça va plus vite. Ça va plus vite, on gagne du temps, on s'informe à temps et puis voilà. D'accord. Et quel était votre secret en fait en tant que femme? Comment est-ce que vous vous organisez entre la vie en famille? Vous avez été ministre. Comment est-ce que vous faites votre organisation? Je dois dire, j'ai toujours aimé le travail. C'est surtout le travail qui m'a permis. Et peut-être que j'ai eu un conjoint aussi compréhensif. Donc, voilà. Ensemble, ça m'a permis en tout cas, parce que j'ai passé pas mal de temps, j'ai fait ma thèse au Danemark pendant 4-5 ans, donc je n'étais pas disponible. Et il y a eu de la compréhension quelque part. Mais aussi, c'est la volonté de travail. Et dit, parce qu'à l'époque, on entendait dire quand on donne une occasion à une femme, ça n'aboutit pas. Je dis, mais il faut que ça aboutisse. Donc, je me suis en tout cas donné les moyens, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, de transcender et d'aller de l'avant. Quelle est selon vous la place que doit occuper la richesse scientifique dans la transformation du Burkina Faso? Je l'ai toujours dit, on le répète, sans la recherche, on ne pourra pas avancer. Je donnerai l'exemple de la Covid en 2020, Covid-19. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la recherche qui a permis de trouver rapidement les médicaments, les vaccins que nous avons tous reçus. Donc, sans la recherche, ça allait être difficile. Donc, on a des contraintes de pays, on met une équipe pour travailler dessus, on a des résultats et rapidement, on peut donc remédier au problème. En tout cas, la recherche pour les pays développés, c'est la première chose. Et je pense que si on s'engage dans ça, c'est-à-dire dès qu'il y a un problème, c'est d'organiser. Je sais que les ministres, on a les ministères, les sectoriels. Aujourd'hui, par exemple, on a 2 vaccins qui sont testés sur le palu. C'est grâce à la recherche. Quel que soit, en tout cas, les politiques ou les autorités, je pense qu'il faut mettre l'accent sur la recherche. Ce n'est pas des dépenses. La recherche ne constitue pas une dépense en tant que celle, mais ça permet en tout cas le développement crucial du pays. Voilà. Donc, il faut vraiment que les autorités regardent cela et je pense que le son a été donné et nous voulons déjà féliciter les autorités pour cela. D'accord. Et quel moment de votre carrière a le plus forgé la femme que vous êtes devenue aujourd'hui? Pour moi, je ne trouve pas que j'ai changé. J'ai toujours eu envie de faire bien ce qu'on me confie. Et à tout moment, je pense que je suis restée, pas monter la tête, c'est rester soi-même. Accompagner ce que je peux accompagner. Donc, on a des étudiants qu'on encadre, c'est de les accompagner. C'est de faire au quotidien le travail qu'on nous demande. Et on pense toujours à mieux faire pour notre pays. Et dans votre carrière, est-ce que vous avez une anecdote particulière à partager avec nous? Je garderai ça pour moi pour ne pas frustrer certaines personnes, mais toujours est-il que j'ai pu accompagner certains collègues lorsqu'ils avaient des difficultés par rapport à leurs activités. Par rapport à mon expérience, c'est de les accompagner, à mener certaines réformes pour obtenir des résultats en tout cas meilleurs pour le ministère, les ministères que j'ai occupés. Et vous avez reçu également plusieurs distinctions, dont Chevalier de l'Ordre de l'Étalon depuis décembre 2024, Chevalier de l'Ordre international des Palmes académiques depuis janvier 2023 et Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques en septembre 2011. Vous êtes aussi auteur de plusieurs œuvres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez atteint vos objectifs? Bon, en tout cas, je remercie surtout Dieu qui m'a permis d'arriver là où je suis. Parce que pour une femme, c'est pas évident. À tout moment, on peut chuter, on peut tomber. Mais j'ai pu tenir. Et aujourd'hui, en tout cas, je suis fière de mon parcours. Et le travail scientifique, j'ai pu quand même obtenir. C'était évoluer au niveau des grades, donc du CAMES, ce qui n'était pas évident.
Je suis parmi l'une des deux premières femmes directrices de recherche en 2018. Et ça, c'est vraiment une fierté pour moi parce que c'était pas évident. Et quand nous sommes passés, ça a ouvert la voie pour toutes nos jeunes sœurs. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes une dizaine, au moins une dizaine de femmes directrices de recherche. Ça veut dire que nous avons ouvert la voie pour certains. Et ça fait plaisir. Nous avons aussi nos étudiants que nous encadrons. Donc, ils vont plus tard prendre donc la relève. Et quand on les regarde, on est satisfait par rapport aux enseignements que nous donnons et tout ça. C'est vraiment une contribution donc au développement donc de notre pays. Derrière la ministre, la chercheuse, il y a une femme, une mère, une sœur. Et selon vous, que représente la famille? Pour moi, la famille est sacrée. Et c'est pour ça que aussi je me bats pour maintenir la famille que j'ai eu l'occasion de créer et qui tient encore. Et avant pour terminer cette émission sur une note d'espoir, quel message est-ce que vous souhaitez transmettre à tous nos téléspectateurs, à toutes ces jeunes filles qui sont dans le domaine de la science et qui peut-être souvent ont des doutes? Surtout, pour les femmes, aujourd'hui, je pense que quand on regarde au niveau des taux de scolarisation, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de femmes aujourd'hui. Et ça, c'est déjà encouragé. Aujourd'hui, les parents comprennent. Beaucoup ont les parents qui sont des intellectuels, donc les parents accompagnent les filles donc à aller de l'avant. Maintenant, c'est à elles de persévérer, de faire les bons choix et de travailler pour mériter en tout cas, pour avoir donc des résultats. Et je les encourage en tout cas, si elles ont l'occasion de continuer, parce que aujourd'hui, vous voyez que le niveau de vie est très élevé. Une femme qui s'arrête aujourd'hui niveau bac, avec le bac aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir s'émanciper. Donc, c'est toujours mieux si elles ont la capacité intellectuelle d'aller le plus loin possible. Donc, voilà. La recherche, c'est pas sorcier. Ça demande beaucoup de temps. Il faut faire ses preuves. C'est vrai, mais c'est faisable. Et aujourd'hui, il y a pas mal de modèles de femmes qui sont dans la recherche. Elles pourraient s'inspirer et puis aller de l'avant. Dans votre carrière, quelle est la plus grande réalisation dont vous avez fait et que vous êtes aujourd'hui fier quand vous revoyez ce que vous avez fait? Vous êtes content de voir que vous avez pu atteindre ce niveau. Quelle est cette plus grande réalisation? La grande réalisation, ce sont d'abord mes résultats de recherche dont je suis fière parce que ça a permis quand même de répondre. Comme je l'ai dit, les gens utilisent les traitements traditionnels. Et quand ça ne marche pas, il faut avoir le courage de faire le retour donc, à ces praticiens de santé pour dire que ça ne marche pas. Pour que les gens ne restent pas à se traiter avec ces médicaments traditionnels. Et après, quand ils arrivent à l'hôpital, c'est un peu tard. Donc, ça dit que c'est une contribution, en tout cas, pour une amélioration des soins de santé. Et là, j'ai pu tester, comme j'ai dit, le SAI en essai clinique et ça permet en tout cas de donner des réponses à des questions. Et je pense que ça, c'est déjà ce qui nous rend fiers. J'ai participé donc aux essais cliniques. On traite donc les patients avec des médicaments et on est fiers de voir les patients se rétablir. Et aujourd'hui, grâce à nos recherches, par exemple, dans la population de Nanoro, vous avez une réduction des cas de paludisme. Donc, ça veut dire qu'on a apporté quelqu'un. Le travail que nous faisons aujourd'hui à Nanoro, l'impact sur la communauté est vraiment très, très important. Il y a la création de l'emploi aujourd'hui. Il y a plein de jeunes qui sont recrutés, des médecins, des infirmiers, des techniciens. Donc, ça fait plaisir à voir que si on s'était assis, ça n'allait pas être ça. Il y a près de 300 contractuels qui travaillent à Nanoro. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Aujourd'hui aussi, nous accompagnons nos jeunes frères pour postuler pour le CAMES et on leur donne des orientations. Et tout ça, c'est des satisfactions. Et Dr Traoré, ainsi prend fin notre émission. Merci beaucoup pour votre partage et vos conseils à l'endroit de toutes ces jeunes qui nous suivent et de nos téléspectateurs. Merci à vous. Ok. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. Merci pour votre attention. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.
Fadima Web TV, les racines de la